Prenez place, Hugo Travers, effectivement, dans ce canapé. Bonjour. On a un canapé chacun, c'est vraiment le luxe ici. Voilà, vous voyez. on a beaucoup de place. À la maison de la radio, on a beaucoup de place pour cet échange, effectivement. Vos interviews, vos reportages sont suivis par des millions d'abonnés, avec des millions de vues sur vos vidéos sur YouTube. Combien d'abonnés actuellement ? Sur YouTube, je ne saurais pas dire exactement, mais en cumulé, il y a près de 18 millions d'abonnés ou plus de 18 millions d'abonnés sur les réseaux. C'est pas mal. Il y a à la fois l'actu et les grands formats. Pour ceux qui ne suivraient pas, toutes les personnalités passent aujourd'hui à votre micro. Emmanuel Macron, le réalisateur de Batman Christopher Nolan, Squeezie, Soprano, ça c'est pour la télé parce qu'il y a aussi l'interview au face cachée sur France 2. Récemment, le magazine Marianne vous qualifie de Jean-Pierre Pernaut, des moins de 30 ans. Comment est-ce que vous réagissez à cette comparaison ? On va préciser pour les moins de 30 ans, justement, qui seraient dans la salle, que Jean-Pierre Pernaut a été une figure de la télévision, présentateur du 13h de TF1 pendant des décennies avant sa disparition en 2022. Non, c'est drôle comme comparaison. J'avais déjà eu ça dans le passé avec un autre média il y a quelques années qui avait fait un parallèle de ce type-là. C'est vrai qu'on a un format aujourd'hui sur YouTube qu'on tourne tous les jours, qui est un format d'actu du jour, qui peut s'apparenter avec certains parallèles à un JT, à ce qu'on peut imaginer à la télévision, parce que c'est tous les jours un résumé, une analyse de l'actualité. Bon, après, on fait d'autres choses aussi. C'est vrai qu'on fait des interviews, on fait des reportages, on fait d'autres choses, mais pourquoi pas. Sur cette question de l'incarnation, justement, est-ce qu'il y a des choses dans les médias traditionnels, ce n'est pas un gros mot, qui vous ont inspiré ou au contraire qui vous rebutent totalement aujourd'hui ? C'est vrai que je pense que les sources d'inspiration au lancement de la chaîne, y compris d'un point de vue de l'incarnation et de la façon de faire tout ça, c'était plus des créateurs de contenu, parce que je pense que j'ai baigné là-dedans comme pas mal de personnes qui ont mon âge, et j'ai lancé ma chaîne en 2015, ça va faire 10 ans cette année, ce qui fait un peu bizarre, un peu flippé, mais quand j'ai lancé la chaîne... C'est-à-dire que vous aussi vous vieillissez finalement. Ouais, exactement. Et c'est vrai que quand j'ai lancé la chaîne, il y avait des créateurs de contenu qui parlaient de science, qui parlaient d'histoire, qui parlaient de tout un tas de thématiques. Et c'est plus ces codes-là, y compris en matière d'incarnation et de façon de présenter les choses, qui me parlaient. Et c'est vrai que je voyais l'intérêt à faire une approche journalistique de l'actualité, mais avec des codes de vulgarisateurs, parce que c'était un terme qui était très populaire à l'époque, sur d'autres thématiques. Un mot justement de la façon, avant de parler de l'incarnation pure, dont vous mettez en scène vos interviews de personnalités, le décor, on va en parler, le tutoiement aussi, que vous utilisez souvent à la place du vouvoiement plus traditionnel dans les médias d'information. Il y a quoi, une volonté de proximité ? Ouais, alors ça dépend des invités. C'est vrai que je tutoie pas Emmanuel Macron, je tutoie pas les politiques, et je le ferai jamais parce que ça n'a pas de sens. Mais les artistes, les autres youtubeurs, mais les artistes ou autres, effectivement, quand c'est plus des interviews culturelles, je pense que dans certains cas déjà ça se fait naturellement. C'est vrai que souvent c'est des personnalités où quand on échange, quand on discute avant l'interview, on est assez souvent sur du tutoiement parce que je sais pas, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est, je sais pas. Et c'est qu'à titre personnel, je vois pas ça comme un manque de respect ou autre, tant que des deux côtés, en fait, on est raccord là-dessus. Et donc, parfois, ça paraît bizarre de rebasculer sur du vouvoiement si on se tutoyait juste avant. Donc, c'est souvent quelque chose que je demande quand même pour s'assurer que c'est OK. Mais même récemment, on a fait une interview de Fabrice Arfi, par exemple, dimanche dernier. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai demandé, il était exactement journaliste chez Mediapart. Il était raccord aussi là-dessus et on s'est pas trop posé la question. Vous leur demandez en général avant ? Ouais, je demande quand même au cas où, mais c'est vrai que ça se fait assez naturellement. On vous dit pas non en général ? Non, en général non. On parlait de l'incarnation, c'est le thème effectivement de notre rencontre. Comment incarner l'information demain ? On va s'intéresser déjà à celle d'aujourd'hui. Vous, l'incarnation, c'est de porter finalement votre nom votre média porte votre nom aussi, Hugo Décrypte. Il y a des stars de l'info et de l'actualité, bien sûr, en France. On peut les citer ici, Léa Salamé sur France Inter, des grands noms ou du divertissement comme Michel Drucker sur France Télévisions. Vous êtes en quelque sorte votre propre média. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu naturellement ? Est-ce que vous pensez que ça va en inspirer encore beaucoup d'autres ? C'est venu naturellement, encore une fois, parce que je voulais reproduire ce qui se faisait dans d'autres domaines, sur le domaine de l'actualité et de l'information, avec une approche journalistique. Après, c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est posé la question de comment est-ce que tout ça va évoluer, parce qu'on sentait que si on voulait faire ce travail d'information au mieux, j'allais pas pouvoir être le seul à écrire des vidéos, à les tourner, à faire le montage. Et donc, on a commencé à recruter, surtout à avoir du renfort sur le montage, parce que c'est quelque chose de toute façon que je ne savais pas faire, enfin que je savais faire, mais très moyennement, on va dire. Mes compétences sur Final Cut sont assez limitées, donc j'ai vite senti que j'avais besoin d'aide là-dessus. Et puis même à l'époque, j'avais un Chromebook. Alors je sais pas si ça parle à certains voient ce que c'est. C'est un ordinateur, il y a juste Chrome. Donc pour monter une vidéo, c'est un peu léger. C'est pas évident. Donc il y a eu d'abord du renfort là-dessus.
Ensuite, il y a eu du renfort plus d'un point de vue journalistique, avec un premier journaliste qui est encore dans l'équipe aujourd'hui, qui est rédac-chef de l'équipe et qui est arrivé il y a 4-5 ans maintenant. Et après, même sur la dimension après de présentation et d'incarnation de tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, très vite, on a réalisé que si on voulait faire ce travail au mieux et être réactif et que je puisse, par ailleurs, si possible, de temps en temps prendre des vacances ou quelques jours de repos, en fait, il allait falloir avoir une équipe autour. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur... Combien êtes-vous aujourd'hui dans votre équipe? Aujourd'hui, on est 30 dans l'équipe. Il y a une grosse dizaine de journalistes. Et dans le détail, c'est vrai que par exemple, sur Instagram, Instagram ou TikTok, sur nos formats courts, je dois incarner, je pense, en ce moment, peut-être 30% des contenus, je dirais. Pas plus. Pas plus. Sur YouTube, j'incarne plus de la moitié quand même. Mais c'était indispensable pour pouvoir continuer à faire ce travail-là. C'est-à-dire que ce sont d'autres membres de l'équipe qui sont à l'écran et pas vous à ces moments-là. Mais il y a toujours votre nom, Hugo Décrypte, qui est là. Donc finalement, c'est intéressant de voir qu'on ne change pas le nom de la marque, on change tout simplement le visage en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question parce que... Quand on a commencé à avoir cette transition-là et à avoir d'autres journalistes de l'équipe qui incarnaient des contenus, les premiers jours, et je le raconte souvent, mais les premiers jours étaient un peu compliqués parce que les personnes ne comprenaient pas trop pourquoi est-ce que d'un coup il y avait typiquement une voix féminine qui arrivait sur TikTok et sur nos vidéos. Donc on avait le droit à une avalanche de commentaires. Ah, c'est Huguette Décrypte, qui c'est? Putain, Hugo, ta voix elle a changé. Enfin, on a eu ça pendant plusieurs semaines. Et en fait, au bout d'un moment, je pense que l'équipe a compris que j'étais pas tout seul évidemment là-dessus. Hugo Décrypte aujourd'hui, c'est pas moi, c'est on est une équipe, on est ensemble. Et évidemment, je continue à incarner quand même beaucoup des contenus, mais fondamentalement, je suis pas le seul journaliste à travailler sur tout ça. Et on s'est posé la question de changer de nom de média et de faire évoluer tout ça. Et je pense qu'à partir du moment où on a vu que ceux qui nous suivent avaient compris que j'étais pas le seul dessus, on sait aussi que c'est compliqué de changer le nom d'un média ou d'une boîte en général, donc on s'est dit gardons ça tel que c'est. Et par contre, il y a d'autres projets qu'on lance. Par exemple, on a lancé un média Élan pour aider les jeunes à trouver leur voie d'un point de vue professionnel. Là, j'incarne aucun contenu, c'est des journalistes de l'équipe, Laurie et Arnissa, qui incarnent des contenus dessus. Et pareil, ça pose pas de soucis du tout au quotidien, quoi. Sur le modèle économique, cette fois, TikTok que vous citiez, par exemple, rémunère de la même façon selon que vous portez le nom, on va dire, et que vous l'incarniez ou non? Je pense. J'ai jamais fait attention à ça, j'avoue, faudrait voir, mais je pense pas qu'il y ait d'impact de ce point de vue-là. Je pense que TikTok, comme YouTube, comme toutes les plateformes, rémunèrent en fonction du nombre de vues et des publicités éventuelles qui voudraient être placées par des annonceurs avant les vidéos. Donc je pense pas que même le contenu, l'incarnation a un impact sur la monétisation. En tout cas, j'ai pas jamais creusé ça. D'autres questions sur l'incarnation. On va parler du reportage dans un instant parce que vous en faites de plus en plus. L'interview en studio, qui est finalement un classique du journalisme, vous avez essayé de la révolutionner un peu, ou en tout cas de la rendre un peu plus, comment dire, sympathique, peut-être, en ayant un air un peu plus décontracté. C'est pas un studio de radio ou de télé classique. On voit un peu de mobilier derrière. On a l'impression peut-être d'être des fois dans une cuisine, dans un salon. Ça, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, que vous allez faire évoluer aussi? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des formats d'interview comme l'interview face cachée où on a des codes et un format qui est différent parce que tu as des codes du jeu qu'on retrouve dans ce format d'interview. Et après, il y a d'autres types d'interviews. Je donnais l'exemple tout à l'heure de l'interview de Fabrice Arfi qu'on a fait à propos de l'affaire Kadhafi-Sarkozy. Cette interview-là, fondamentalement, elle n'a rien de très révolutionnaire. Enfin, même, elle n'a rien de révolutionnaire, pour dire les choses. C'est 1h30, il me semble, d'interview. On est posé autour d'une table, le rendu est assez classique, on évoque le sujet avec assez peu de montage. Les seuls éléments de montage qu'on a, c'est des synthés qu'on ajoute, donc des textes qu'on ajoute à l'écran pour expliquer certaines choses, donner du contexte à certaines choses qu'on évoque et que j'aurais pas mis en contexte pendant l'interview. Mais pour le reste, le format est assez classique. Mais c'est vrai que c'est là où il y a parfois une idée reçue sur le fait que pour faire quelque chose qui fonctionne sur les réseaux sociaux, il faut avoir quelque chose de révolutionnaire, y compris sur la forme, complètement différent. Nous, ce qui a fait la force de cette interview, par exemple, je pense que là, elle va faire 1 million de vues en quelques jours. Ce qui fait que ça intéresse et qu'on arrive à avoir pendant 1h30, des personnes qui restent sur une interview sur un sujet aussi complexe. C'est déjà sur le fond, l'affaire est évidemment très très importante. Mais aussi, on a juste simplement cet enjeu dans l'écriture de l'interview et dans la façon de l'approcher, de s'assurer que c'est accessible, y compris pour quelqu'un qui essaie de comprendre pour la première fois ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que ce procès qui se déroule en ce moment. Et pour revenir encore une fois sur l'incarnation, Hugo Travers, il y a cette question, vous l'avez dit, cette interview n'a rien de plus, entre guillemets, sans bien sûr dévaloriser votre travail, mais le fait que ce soit quelqu'un de jeune
comme vous qui l'incarnent justement avec ces nouveaux codes, vous avez le sentiment, vous, qu'effectivement cela parle plus à de jeunes auditeurs, à de jeunes téléspectateurs, de jeunes internautes qui vont se dire « Ah bah non, si c'est, je ne sais pas, Gilles Boulot sur TF1 qui fait cette interview, c'est pas pour moi parce que voilà, c'est des médias traditionnels, c'est des gens plus vieux. » Cette incarnation quand même de quelqu'un de moins de 30 ans qui va parler à des moins de 30 ans, ça compte aussi. Peut-être que ça joue, mais je pense que l'essentiel, en réalité, c'est plus l'approche qu'on a et que j'ai en tant que journaliste dans ce cadre-là. Et l'approche, et même en parlant avec, typiquement, là on parle de Fabrice Arfi tout à l'heure, en lui disant avant l'interview, on va essayer de viser un public qui ne s'intéresse pas forcément à ce sujet avant. Et donc, certains fois, là, Ziad Takedine, tout le monde ne sait pas forcément qui c'est. Donc, on va bien introduire les choses, s'assurer que ce soit clair et avancer là-dessus. Et ça, je pense que c'est un principe fondamental en soi dans le journalisme. C'est quelque chose qui n'est pas toujours, je pense, pleinement valorisé ou pleinement reconnu parce que les indicateurs qui permettent de s'assurer qu'un sujet est clair ou accessible, ils sont durs à observer. Ce que j'entends par là, c'est que nous, on a des retours directs de ceux qui nous suivent. On a des commentaires où si quelque chose n'est pas clair, là, si on avait sorti une interview et que l'interview était une sorte de brouillon pas très clair, on aborde plein de sujets différents, on aurait eu plein de commentaires disant en fait, c'est bien gentil, mais j'ai rien compris. Et surtout, on aurait vu même dans les stats une chute du nombre de personnes qui regardent la vidéo parce qu'en fait, les gens auraient décroché. Je pense qu'il y a certains autres formats. Je ne sais pas si la radio, ça peut rentrer dedans, mais même la presse écrite, par exemple, où c'est plus compliqué d'avoir le retour de ceux qui nous suivent, de notre public, de nos lecteurs, sur la façon dont on approche un sujet en matière d'accessibilité. C'est facile de valoriser, entre guillemets, un scoop, c'est facile de valoriser une information exclusive, parce qu'on le voit, c'est tangible, c'est assez facile à voir. C'est beaucoup plus difficile de mesurer dans quelle mesure un sujet est rendu accessible, est rendu clair. Et pourtant, encore une fois, c'est un principe fondamental, je pense, dans notre travail, y compris sur des affaires comme celle-ci qui peuvent être un peu laborieuses à expliquer. Vous avez évoqué les commentaires des internautes. Il y a eu beaucoup de critiques ou de commentaires aussi au moment où vous avez fait le choix justement de passer aussi à la télé, dans un média traditionnel sur France 2, sur le service public. Est-ce que vous avez changé la façon d'appréhender les choses justement en vous disant bon, comment je fais? Est-ce que je garde les mêmes codes? Oui, vous allez me répondre d'une certaine manière. Et comment vous avez l'impression que c'est reçu par justement ceux qui vous suivent d'habitude? Non, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on ait changé quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est les mêmes équipes qui travaillent sur les deux formats, donc je pense pas qu'on ait changé quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que certains formats peuvent faire cette double diffusion et peuvent vivre entre guillemets sur les réseaux sociaux et à la télévision sur un format y compris linéaire. C'est pas le cas de tous les formats. C'est aussi quelque chose où il y a des formats parce que le public n'est pas le même, parce que les codes ne sont pas le même, parce que la façon de regarder la télévision linéaire n'est pas la même que la façon de regarder quelque chose sur YouTube. Et c'est vrai que nous, on s'est dit que sur ce format-là, ça pouvait fonctionner. Il y avait une vraie passerelle qui était possible. Mais il y a d'autres choses où c'est plus compliqué. Par exemple, je pense que des formats de jeux, par exemple, les codes sont pas les mêmes. Je pense que si vous mettez demain, je sais pas, je dis ça, mais une vidéo de Squeezie, un imposteur de Squeezie en télé, je sais pas si tel quel et tel que c'est monté, on est tout à fait sur les mêmes codes. Et inversement, il y a des choses qui n'ont pas les mêmes codes en télé, qui auraient du mal à vivre sur YouTube. Mais parfois, il y a des passerelles qui sont possibles, il y a des liens qui sont possibles. Et moi, je dis toujours aussi que ce qu'on fait, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres aujourd'hui, c'est pas que pour les jeunes. On traite de sujets sérieux, on n'a pas une approche humoristique ou je ne sais quoi sur les sujets. Et donc, on voit d'ailleurs que sur YouTube, à mesure que YouTube prend une place de plus en plus importante en France, la moyenne d'âge s'élargit, c'est-à-dire qu'on a toujours les 18-24 ans qui sont, on va dire, le cœur de ceux qui nous suivent, mais on a en fait de plus en plus de familles qui regardent ensemble le soir ou un public qui s'élargit, et ça va être à mesure que les réseaux, je pense, évoluent dans les années à venir, quoi. On a parlé de l'interview en studio. Il y a le reportage aussi. Vous en faites de plus en plus, je le disais tout à l'heure, aux États-Unis pendant la présidentielle, en Corée du Sud également, en Ukraine. Vous êtes rendu là-bas, des choses complètement différentes aussi sur les toits de Paris, un épisode que je recommande qui est particulièrement saisissant. Et on voit que vous avez eu un peu peur par moment à vous retrouver là-haut. Souvent dans le journalisme traditionnel, en tout cas ici dans les antennes de Radio France, on est soit présentateur, soit reporter. Rarement les deux, en tout cas au même moment de son parcours ou de sa carrière. Vous mélangez les deux, ça donne aussi un côté comme ça un peu journaliste, on va dire
l'idée, c'est toujours la même, finalement, c'est d'expliquer, d'être plus près, qu'on soit sur le terrain ou en studio, c'est ça? Ouais, après, c'est vraiment la particularité, on va dire, de ma situation. Et je le sais, en vrai, le luxe et la chance que j'ai d'être dans cette situation, enfin, de toute façon, je vous apprends rien, c'est un milieu qui est extrêmement bouché, extrêmement difficile. Et en général, c'est vrai qu'on a tendance à se spécialiser soit sur un type de format, soit sur des thématiques précises au fil des années. C'est la particularité, on va dire, de ma situation et de la situation de notre média. C'est aussi venu juste naturellement d'une volonté de traiter les sujets différemment, de ne pas faire seulement en fait, des choses depuis Paris, depuis notre bureau, sur des formats d'actu du jour ou autres. Et ça, donc ouais, ça s'est fait assez naturellement et ça dépend aussi beaucoup des sujets. Je pense que on l'a vu par exemple dans le cas de la guerre en Ukraine. On a senti en fait au bout de quelques mois qu'on allait avoir du mal à aborder certains sujets autrement qu'en étant sur le terrain. Et donc c'est pour ça qu'on est allé faire un documentaire sur place en rencontrant des jeunes il y a 1 an et demi et on en a fait une vidéo sur YouTube parce qu'on sentait que c'était une approche très complémentaire. Même l'interview qu'on a fait de Volodymyr Zelensky il y a quelques mois, c'est 45 minutes d'interview qu'on a fait avec lui en Ukraine. On est allé chercher des choses, je pense qu'on n'aurait pas réussi à obtenir autrement avec une simple vidéo tournée depuis Paris qui analyse la situation avec des cartes ou je ne sais quoi. Donc je pense j'invente rien en soi là-dessus, je pense que tous les médias le font. Nous on explore au fur et à mesure ce qu'on est capable de faire, ce sur quoi on est bon. Je pense qu'on est conscient aussi de nos force, c'est aussi des choses sur lesquelles on est moins bon. Avec fait pas toujours, on y revient, cette incarnation qui est votre personnage, si l'on peut dire, ou vous, en tout cas, Hugo Décrypte. En tout cas, quand c'est pertinent, ça peut jouer. Et en même temps, on sait que, typiquement, aujourd'hui, on ne fait pas d'enquête, mais donc on travaille, dans certains cas, avec d'autres médias qui font du travail d'enquête pour mettre en avant ce travail-là. Et je pense qu'il faut aussi être conscient des forces, on va dire, de chacun. Et nous, notre côté, c'est plus cette volonté de rendre accessible à tout point de vue ces sujets-là. Le reportage, aller sur le terrain, tous les médias le savent, ça coûte aussi plus cher que les interviews en studio où il suffit, on va dire, basiquement d'avoir des micros et une table. Ça a été possible aussi au bout d'un moment ou dès le début, vous aviez les moyens de faire ces reportages? Non, au début, j'avais pas les moyens de le faire. Et alors en 2017-2018, j'avais travaillé avec LCI à l'époque. Donc j'étais encore tout seul, j'avais pas de salarié dans l'équipe, mais en fait, je voulais faire des reportages à l'étranger pendant 1 an. Et LCI avait accepté en fait d'acheter, de codiffuser certains reportages que je faisais. Et à l'époque, du coup, je m'en étais sorti un peu miraculeusement parce que LCI m'avait fait confiance là-dessus et j'avais pu diffuser à la fois sur YouTube et c'était aussi du coup à l'antenne ces reportages-là. Mais c'est vrai que c'était un peu bancal parce que j'étais tout seul à faire tout et avec en parallèle les autres formats qu'on faisait sur Instagram et sur YouTube. C'était un peu compliqué. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a moyen de faire des reportages. On parlait de la Corée du Sud tout à l'heure, on parlait de l'Ukraine, la présidentielle américaine aussi, on a été. Et j'ai envie qu'on le fasse de plus en plus, mais c'est aussi possible parce qu'on a les moyens de le faire et parce qu'on a le temps aussi de le faire parce qu'on a étoffé et grandi l'équipe. Et j'ai la chance, encore une fois, de bosser avec une équipe formidable là-dessus qui nous permet de faire tout ça aussi. Comment va évoluer, justement, pour répondre au thème aussi de l'information de demain, comment va évoluer Hugo Décrypte dans les prochains mois, les prochaines années peut-être? Est-ce que vous avez déjà des perspectives? Est-ce que vous réfléchissez à tout ça ou est-ce que le travail finalement au quotidien prend le pas et vous n'avez pas le temps de vous projeter? Si, on a quand même le temps. Après, c'est vrai que c'est très dur de se projeter plus d'1 an en avance, par exemple. Je pense que personne ne pouvait anticiper l'arrivée d'un réseau comme TikTok, par exemple, et la façon dont TikTok a complètement bouleversé et TikTok en tant que plateforme, mais même en tant que format, a amené un format nouveau sur Instagram ou sur YouTube. Donc c'est très dur de se projeter au-delà d'1 an, honnêtement. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'on a envie d'aller sur des formats plus longs, et ça, on le fait de plus en plus, on en parlait tout à l'heure. On est aussi assez convaincu que ce n'est pas deux choses qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il y a souvent cette idée reçue que les réseaux sociaux, c'est que des formats courts. Et moi-même, c'est vrai que j'ai fait dans le passé parfois des interviews où, pour parler de notre travail, il y avait souvent cette image de « Ah, vous êtes sur les réseaux, donc c'est très court, c'est de l'humour » ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, on voit que c'est absolument pas vrai. On voit que YouTube prend une place considérable et ce qui fonctionne sur YouTube, c'est du format long, y compris dans le domaine journalistique et de l'actualité. C'est ultra positif et je pense que c'est deux choses qui sont vouées à coexister. Je pense que le matin, quand tu as 2 minutes dans le métro ou je ne sais quand, tu peux regarder des formats courts sur Instagram ou sur TikTok ou éventuellement un podcast en 10 minutes. Et quand tu veux te poser le soir à table ou après manger ou avant, tu peux mettre quelque chose sur YouTube. Et typiquement sur YouTube aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises sur les chiffres, mais il me semble que près de la moitié des personnes qui regardent notre chaîne YouTube le font avec la télévision.
avec une télé, quoi. Donc c'est assez fascinant à observer au fil des années. Ouais. C'est intéressant. Question récurrente que l'on vous pose très régulièrement, je m'en excuse par avance de vous la poser à nouveau. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui veulent se lancer, qui vous prennent en quelque sorte pour un modèle et qui veulent à leur tour incarner l'information demain? Ouais, c'est dur de répondre là-dessus. Je pense que le seul conseil que je pourrais donner, c'est de tester des choses et d'explorer soi-même des choses pas avec l'objectif de se dire je vais avoir une audience, je vais être suivi, je vais en faire, parce qu'en réalité on sait que c'est très compliqué et particulièrement dans le journalisme, mais je pense que ça permet de savoir au plus vite ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît. Nous, je sais aussi qu'on reçoit beaucoup de candidatures du coup, pour des stages ou pour nous rejoindre en tant que salariés aussi, et c'est vrai que souvent on a des CV de personnes qui nous envoient leur CV et en plus de ça ils nous envoient des exemples de reportages qu'ils ont fait. Et quand ils nous envoient ça, on s'en fout de savoir le nombre de vues que ça a fait si l'on postait sur YouTube ou je ne sais quoi. Ce qui nous intéresse, c'est de voir éventuellement la motivation, mais aussi ce qu'ils sont capables de faire je veux dire, sur le terrain ou en testant des choses. Donc je pense que si vous avez envie de faire du journalisme, autant du coup essayer de tester des choses avec le temps que vous avez, parce qu'on sait aussi que c'est compliqué avec des études, avec la précarité étudiante qui est souvent aussi importante, mais ça peut vous aider à savoir ce que vous voulez faire réellement, et ça peut aussi être une vraie preuve de votre motivation et de votre capacité à faire des choses. Et peut-être le dernier point que je voudrais dire, même si on sait que c'est parfois compliqué, c'est pas que dans les médias, c'est dans toutes les structures pour les plus jeunes de se faire leur place, parce qu'il y a parfois, et il faut le dire, une forme de mépris envers les plus jeunes, une forme de nous on sait et vous savez pas forcément. Je pense que quand on parle de réseaux sociaux justement, on est une génération, et y compris les plus jeunes qui arrivent, qui sait utiliser ces réseaux sociaux-là, qui sont capables de faire des choses, et ça a une valeur qui est inestimable et qui peut permettre d'inventer des choses nouvelles, des nouvelles façons de faire du journalisme, et je pense que c'est très positif et c'est quelque chose qu'il faut encourager, quoi. Et pas de mépris ici pour les plus jeunes ni pour les plus vieux. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour Hugo Travers? Je vois une main qui se lève par ici, au deuxième rang. Désolé, je vous tourne le dos depuis tout à l'heure, je réalise que je suis très, très penché vers ici. Voilà, c'est le côté, les deux canapés comme ça, c'est pas évident, effectivement, on ne va pas regarder non plus beaucoup sur ce côté-là. Mais vous nous avez entendu, c'est l'essentiel, on vous écoute. Ah, le micro ne marche pas. Vas-y, réessaye. Allez-y. Ah non, toujours pas. Non. Ah. Je te donne le mien sinon. Alors, problème de micro, on va voir si ça marche ou pas. Il y en a un deuxième qui arrive, micro de secours, pour poser cette première question, suspense insoutenable, à Hugo Travers, qui se demande à quelle sauce il va être mangé. Ah, ça oui, marche. On y va. Est-ce que je peux vous tutoyer déjà? Oui, bien sûr, il peut. Donc, bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 23 ans, je suis en première année d'école de journalisme à l'EFJ Paris, que vous connaissez, je crois. Ma question, c'était, comme là, tu disais que justement l'équipe s'était créée au cours de ces dernières années, et c'était, que voilà, il y avait une grosse évolution du fait que tu es passé d'être tout seul à être accompagné. Est-ce que tu tiens quand même à continuer à faire tes sujets tout seul, à les rédiger tout seul? Est-ce que tu as l'impression que même maintenant que tu es de plus en plus reconnu, tu as réussi à garder vraiment ta patte sur Hugo Décrypte? Merci beaucoup pour ta question. C'est vrai que c'est une question que je me pose souvent à titre vraiment personnel, parce que c'est la question de ce qui va occuper moi mes journées. Et pour tout dire, je pense que chez beaucoup de créateurs de contenu, c'est une question qui vient assez naturellement, parce que tu démarres en général tout seul, puis tu finis par avoir une équipe pour faire des projets plus gros, faire plus de choses, enfin n'importe. Et le risque souvent, c'est de se retrouver dans une situation où tu passes plus de temps à gérer des choses que tu ne veux pas gérer, je sais pas, à se dire, je sais pas moi, à se poser des questions des prochains recrutements, ou tout un tas de sujets en fait extérieurs à la dimension créative ou journalistique que tu aimerais faire. Et je connais, pour tout te dire, certains créateurs de contenu qui ont recruté une équipe, qui ont essayé ça, puis se sont dit en fait mais c'est l'enfer, je finis par plus gérer une entreprise finalement que faire des vidéos, ce que j'ai toujours aimé faire, et donc ils ont fini par se retrouver dans un cadre où ils sont quasi tout seuls, mais au moins ils passent leur journée à vraiment faire des vidéos ou à faire du contenu journalistique dans certains cas et à faire ce qui leur parle. Et dans mon cas, c'est vrai que
il y a eu un passage qui était, je pense, pas évident il y a 2-3 ans, où j'ai commencé à avoir une équipe, j'ai commencé à faire tout ça, et j'étais un peu dans un entre-deux où c'était pas suffisamment structuré pour que je puisse encore consacrer du temps sur la dimension journalistique. Et donc, je tournais quand même des vidéos et tout, mais je passais le gros de mes journées à poser plein d'autres questions de « Ah merde, il faut des bureaux, donc il faut qu'on trouve des nouveaux bureaux, on va faire des rendez-vous, on va faire des visites. » Et puis après, il y a je ne sais quoi qui arrive. Et en fait, tu te retrouves dans une spirale un peu compliquée. Et aujourd'hui, la chance que j'ai à titre personnel, c'est que on a une équipe en qui j'ai confiance, qui travaille sur tous ces volets-là, y compris d'ailleurs de journalistes, et qui bosse avec moi sur tout ça. Donc ça me laisse plus de temps pour bosser à nouveau beaucoup plus sur des dimensions de journalistique notamment. Et c'est aussi une envie de ma part, c'est-à-dire que je pourrais me dire demain je veux plus rien tourner parce que ça me fait chier et je veux faire autre chose. Sauf qu'en fait j'adore faire ce que je fais. Alors il y a des formats, tu vois, les actus du jour, des formats comme ça va faire 4 ans que je tourne tous les jours quasi sans interruption. Donc je vais pas te dire que c'est le truc où je me lève le matin en me disant encore un format d'actu du jour à aller tourner, mais je prends quand même du plaisir à le faire et surtout j'ai la chance de pouvoir évoluer sur des reportages, sur des interviews. Ça, j'avoue, je l'ai moins fait ces dernières années et de pouvoir le faire quasiment toutes les semaines en ce moment, moi, j'adore quoi. Donc, pour résumer, je pense que je ferai toujours des choses d'un point de vue journalistique. Mais je suis aussi conscient que je ne peux pas tout faire, sinon on ne pourra pas juste arriver à remplir cette mission le mieux possible. Et je suis conscient aussi que du fait de ma position, je dois gérer d'autres choses sur le développement de l'équipe, etc. Et c'est normal et ça fait partie de mon travail aujourd'hui, quoi. De l'entreprise Hugo Décrypte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois deux mains qui se lèvent en haut. Ah, je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas, je ne sais pas. On vous écoute. Bonjour, Emmanuel Schindler, on a déjà croisé au café tout à l'heure, je crois. Okay, très bien. Du coup, je suis en étudiante en journalisme au CELSA, pardon. J'avais une question plus technique sur le financement de votre média. Ça fait 10 ans que ça existe. Comment au début vous avez fait et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actionnaires qui sont rentrés en compte? Très bonne question. Alors, il n'y a pas d'actionnaire pour répondre à cette question. Il n'y a pas eu non plus de levée de fonds ou de je ne sais quoi. En fait, j'ai commencé donc, quand j'étais étudiant en me disant je fais des vidéos avec les moyens que j'ai, donc quasi aucun moyen à l'époque, mais du coup, je fais ce que je suis capable de faire dans ce cadre-là. Et en fait, au fur et à mesure que ça s'est développé, j'ai réinvesti ce que je pouvais réinvestir pour développer la chaîne. Et aujourd'hui, pour dire dans les très grandes lignes le mode de fonctionnement, on a la monétisation des vidéos, donc que vous voyez les pubs sur YouTube ou autres, qui sont quand même une grosse partie de nos revenus aujourd'hui parce qu'on arrive à avoir des volumes d'audience qui sont tels sur YouTube que et même sur TikTok aujourd'hui, qu'il y a une monétisation récurrente sur laquelle on peut compter. En podcast, pareil, c'est un élément qui est très important. Ensuite, il y a des partenariats, des collaborations qui peuvent être faites avec des marques ou autres. Dans ce cas-là, on a une équipe dédiée, donc ce n'est pas les journalistes de l'équipe qui ont la carte de presse par ailleurs et qui font leur travail, c'est une équipe dédiée qui travaille sur ces sujets-là et sur ces éléments-là. Ça, c'est le deuxième volet. Et puis après, l'enjeu, c'est de développer d'autres choses dans les années qui viennent pour ne pas reposer uniquement sur la dimension publicitaire et cette dimension-là, parce qu'on sait que ça peut être aussi pas évident et assez dangereux de reposer uniquement sur ça. Pour tout dire, tu vois, on avait creusé à l'époque la dimension de dons de la part de ceux qui nous suivent. J'ai jamais miser énormément dessus parce que je sais que c'est pas évident de reposer uniquement sur les dons de ceux qui nous suivent. J'ai jamais voulu non plus mettre les contenus derrière une plateforme payante, un paywall ou autre, parce que ça va complètement à l'inverse de la mission que je me suis donnée. On veut parler au plus grand nombre. Si c'est pour mettre nos contenus derrière un abonnement payant, cette mission elle est difficile à remplir. Mais il y a quand même un enjeu sur le long terme, par contre, à diversifier notre modèle économique. Et après, juste pour terminer là-dessus, désolé, ma réponse est un peu longue. J'allais dire justement, on va essayer de prendre une dernière question, peut-être très courte. Ouais. Mais très rapidement là-dessus, la chance qu'on a quand même, c'est que on a aussi grandi à mesure que nos moyens se développaient et sans se mettre une pression particulière. C'est-à-dire que si j'avais levé des fonds pour lancer une chaîne, déjà tu peux te poser la question de tu lèves des fonds auprès de qui, dans quel cadre, qu'est-ce que ça peut impacter, y compris d'un point de vue éditorial, comment est-ce que ça peut impacter ton travail. Mais aussi, ça aurait été une pression à éventuellement avoir un rythme ou une façon de se développer que j'aurais pas forcément voulu. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on se développe quand même assez vite, on a la chance de grandir assez vite, mais on le fait, on avance sur un projet dès qu'on est serein dessus et qu'on veut avancer dessus, sans pression particulière dessus. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est quelques éléments de réponse. Allez, une dernière question très courte pour une réponse très courte.
Je ne sais pas, il y a des mains qui se lèvent. Je vous laisse choisir, Hugo. Oh non, mais la pression, non, oh, la pression, c'est terrible. Allez, la jeune fille peut-être qui est là, voilà. Allez-y, devant vous, non, par là, voilà, juste là. Bonjour, Bonjour. Je me présente, je m'appelle Lilou Jacob et je fais un master en sociologie, notamment sur la représentation des minorités dans le journalisme. Dans le cadre de ce mémoire, je me posais également des questions sur comment Internet permet d'avoir une nouvelle ouverture. Notamment, on sait beaucoup qu'il y a cette question de censure, notamment par les chaînes des médias traditionnels. Est-ce qu'en ouvrant une chaîne sur Internet, il y avait cette volonté de vouloir se détacher de cette censure et d'avoir une certaine liberté de parole? Vous avez 12 secondes. Non, je rigole, allez-y un tout petit peu plus, mais il faut faire court. Non, c'est une très bonne question. Après, par le prisme de ton étude, je serais d'ailleurs que d'en savoir plus. Je ne sais pas si la question s'est posée comme ça, honnêtement, quand je l'ai lancée. Je pense qu'elle s'est plus posée d'un point de vue strictement personnel à l'époque, où j'étais étudiant, je voulais faire quelque chose. Et en fait, je me disais, mais si je passe, si je rentre dans un parcours classique, on va dire, au sein d'un média, je risque d'être assez vite frustré et je veux créer des choses moi-même. Et je pense que j'avais pas forcément abordé à l'époque la chose sur le prisme d'une question d'un risque de censure ou quoi que ce soit, plus en me disant, mais en fait, si je veux saisir ma chance, autant que j'essaie moi-même de faire des choses sur YouTube, et avec un peu de chance, ça peut fonctionner. Et après, je peux avoir le ton que je veux, l'approche que je veux, à tout point de vue, sur les sujets qu'on aborde ou autres. Et après, je pense que plus largement, en tant que plateforme, c'est sûr par contre que ça permet une expression qu'on n'avait pas forcément avant. Alors, il y a plein d'enjeux importants en termes de modération, en termes de choses qui se posent. Mais c'est sûr qu'on a vu ces dernières années sur tout un tas de thématiques des chaînes arriver sur une thématique précise ou avec une approche précise qu'on n'avait jamais vu avant à la télévision parce que c'est peut-être trop risqué, on se disait que c'était trop de niche ou alors c'était quelque chose qui ne parlerait pas forcément à tout le monde ou je ne sais quoi, ou alors c'est un choix politique. Sauf que en fait, sur YouTube, ça peut avoir son public et on peut réaliser que ça peut intéresser des millions de gens derrière. Donc il y a quand même une dimension positive, on va dire, sur ça avec les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas seulement un homme d'Internet, Hugo Travers, vous pourriez être un homme de radio, 13h30 à la seconde près. Pour terminer, on vous applaudit bien fort. Merci beaucoup, Hugo Travers, pour ces échanges autour de cette question, comment incarner l'information demain.